Bonjour. Voilà. Merci beaucoup d'être connecté. Vous connaissez les barras. On va pas... Nous sommes partis. Mais vous constatez depuis quelques jours, la situation au Niger nous préoccupe beaucoup et nous sommes tellement sur les frapponnets que Dieu se le connaît. Soudanais, comment tu vas? Olivier, Delphine Tossou, Eric Dallot, Mireille Pichot, comment tu vas la plus belle? Audi Grèce, Audi Girès, tous mes respects. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Seydou, Dimon, Gérard, tout partagé, Kofi, merci. Soudain, merci beaucoup. Carte bancaire. Ta carte bancaire est où? Carte bancaire que je ne vois pas depuis là. Comment tu vas? Voilà. Comment vous allez? Bon, partagez. Karim Ouattara, bon, partagez, on va commencer notre vidéo. Parce que ça prend trop d'énergie, c'est pas facile. Hein? Voilà, c'est parti. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Partagez de votre côté, merci. Voilà. Je vous ai promis cette vidéo hier nuit. Partagez, invitez vos amis. Nous allons commencer notre communication sur la situation qui prévoit actuellement au Niger. Nous avons beaucoup à dire. On a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire. Et en rentrée de jeu, vous informer si la situation, si l'intervention aura lieu. C'est important parce que beaucoup de personnes se posent la question si l'intervention aura lieu. Nous, selon nos informations que nous avons, on va vous donner les dernières nouvelles. Nonobstant, nous partons vers une Libye bis. Voilà. Et j'ai beaucoup à parler aux soldats ivoiriens qui seront envoyés au Niger pour aller combattre. Voilà, je sais que beaucoup de soldats de Côte d'Ivoire dans les casernes, je suis beaucoup écouté. Et donc, ce soir, je vais les parler. Je vais les parler avec mon cœur. Je vais les parler avec mon cœur de frère, de grand frère pour certains, pour petit frère pour d'autres, pour parents pour certains. Voilà. En tout cas, mon parent qui sera envoyé là-bas au Niger, et que pour aller combattre soi-disant et pour restaurer une solide démocratie, s'il crève là-bas, je ne participerai pas à son enterrement. Soit salut, à tout le comment tu vois. Je ne participerai pas à son enterrement. Bien évidemment, et naturellement, je ne le ferai pas. Parce que ici et publiquement, je suis en train d'aviser, je suis en train d'alerter. Tu n'as pas allé te faire caillarder pour faire plaisir à des individus. Voilà, à des généraux. Non, je pense qu'on ne va pas en arriver là. On va commencer le direct, c'est parti. On ne va pas se perdre en conjoncture. On y va. Nous avons des camarades qui ont des directs à faire également. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse se perdre le temps. On va les laisser aussi le chemin. On a commencé à 17h10. Je pense bien évidemment qu'avant 18h, on pourra vider tout ce que nous avons dans le sac actuellement au niveau de l'information. Partagez, invitez vos amis naturellement. Merci beaucoup à vous tous, à tous les connus qui sont là. Les connus, les voleurs de moutons là. Mes amis connus, les voleurs de moutons, soyez tous salués. Mes amis connus, soyez tous salués. Que Dieu vous bénisse abondamment et énormément. Merci beaucoup. Alors c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, nous allons écouter Fonzo Maurice, comment tu vas? Adama Traoré, comment j'espère? On va ici écouter M. Alassane Ouattara. Puisque M. Ouattara, toute hypocrisie, comment dirais-je, étalée, et c'est là même qui est à la tête de cette caravane pour aller agresser, attaquer, envahir, comment dirais-je, battre à l'icône le Niger. Vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas Tintin au Congo. Ce que nous parlons, ce n'est pas Tintin au Congo. Ce n'est pas Tintin au Congo, ce n'est pas ça. On parle de la guerre. On parle de la guerre, quelque chose où il y aura mort d'homme. Vraiment, sincèrement, je ne peux jamais accepter, je ne peux jamais soutenir ça. Là où on va envoyer des enfants des pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, pour aller se faire tuer où? Au Niger. Pourquoi? Pour instaurer, n'est-ce pas, pour
réinstaller quelqu'un au pouvoir, pour soi-disant, comment dirais-je, réinstaurer la démocratie, il y a un problème. Grâce bénie, bienvenue à toi. Pour nous, il y a un problème de forme, il y a un problème de fond. Et lui qui fait ça, s'appelle M. Ouattara. Et il faut reconnaître une chose, qu'au niveau de la CEDEAO, il y a des divisions. Il y a des divisions parce que d'autres ne sont pas partants, bien évidemment, naturellement. Mais quand on dit la CEDEAO a dit là, non, n'oubliez pas que dans la CEDEAO, il y a déjà 4 pays qui ne sont pas dedans. Si 15, il y a 11. Et si les 11, merci beaucoup. J'attendais ce commentaire-là. Voilà. Merci beaucoup, Soudanais. J'attendais ce commentaire pour pouvoir épingler. Merci beaucoup, Soudanais. C'est un bon réflexe de ta part. Partagez la vidéo le temps que... Je suis en direct. Donc, je disais tantôt, j'attendais ce commentaire pour pouvoir partager. On va d'abord écouter M. Ouattara. Et puis, pour ne pas se perdre en conjecture, pardon, on écoute M. Ouattara. Et puis, au fur et à mesure, ça va nous permettre d'être notre base de travail. C'est ici, là, notre base de travail. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez entendu un président qui a quitté la CEDEAO, qui s'est exprimé comme M. Ouattara? Il faut souligner que M. Ouattara, il n'est pas président de la CEDEAO. Il faut bien préciser que le président de la CEDEAO s'appelle Bola Tinubu, le président du Nigeria. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, c'est important. Il faut signifier une chose, que le président de la CEDEAO n'est pas M. Ouattara. 1. Dans les sanctions contre le Mali, c'est M. Ouattara également, qui n'était pas président de la CEDEAO, qui avait pris le soin d'aller jusqu'au Gabon. Vous allez voir la vidéo ici. D'aller jusqu'au Gabon pour aller demander au Gabon à M. Ali Bongo, qui était en ce moment le président, le Gabon, assurait la présidence tournant du Conseil de sécurité. Et donc, il fallait sanctionner le Mali. Ouattara est parti là-bas pour aller dire merci à Ali Bongo. Et il a donné d'abord une conférence de presse. C'est-à-dire que c'est lui qui justifie ce qu'il ne regarde pas. Si vous voyez que certains pays, comme le Mali, c'était une opinion, s'élève contre M. Ouattara, mais c'est lui qui est le pion. Mais que M. Ouattara sache une chose. Voici un livre que je suis en train de lire, qui m'a été offert par ma petite sœur, Fatou Doucouré. Il y a un président qui était au Congo, qu'on appelait Mobutu Sese Seko Kukuwendu Wazabanga. Mobutu était le pion de la France. Mobutu là, était le pion de la France au Congo. Mais Mobutu là, il est mort où? Il est mort au Maroc. Il a été enterré au Maroc. Je reprends. Mobutu là, était le pion de la France là-bas au Congo. Mais quand il a été chassé du pouvoir, comme un malpropre, et il est mort où? Il est mort au Congo. Et au Maroc. Et son corps est encore enterré au Maroc. Il faut dire à M. Ouattara qu'il y a un président qu'on appelait Amadou Ahidjo. C'est le président, l'ex-président du Cameroun. Amadou Ahidjo. Ouattara que tu vois, c'est un pion. Et nous, on combat les pions. Parce que si on combat le système, voilà pourquoi il faut dire toujours que nous ne sommes pas contre les Français, les Américains. Non, pourquoi? On les aime. Parce que nous sommes des peuples. Mais c'est les dirigeants qui sont à la tête de nos pays là. C'est eux que l'on combat. Les Américains combattent Biden, d'autres ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas sa politique, pas sa personne. Ils n'aiment pas sa politique. Ce qui est naturel, ce qui est normal. Il y a également... Merci. Il combat sa politique. Et donc nous là, notre combat, partagez la vidéo toujours. Notre combat n'est pas de combattre, comment dirais-je, les Français. C'est être idiot de le dire. On ne peut jamais combattre les Français. Et quand on voit le président Chirac, quand on voit Giscard d'Estaing, ce qu'ils ont fait dans notre pays, dans nos pays africains, francophones, mais nous sommes méfiants. On dit quand le serpent est mort, quand tu vois le ver de tête, tu fais quoi? Tu t'en méfies. Amadou Ahidjo, l'ex-président du Cameroun, il est où? Il faut demander à M. Alassane Ouattara, lui qui pense qu'il est tellement soutenu par les puissances étrangères, qu'il est le plus bon élève. Il faut demander à M. Ouattara.
Amadou Ahidjo a été enterré où? C'est Amadou Ahidjo. Ils sont servis d'Amadou Ahidjo pour tuer Oumoumié, pour briser les dépendantistes au Cameroun, de l'UPC. Oumoumié a été tué, son corps a été trimballé sur des kilomètres pour montrer à ses camarades ou à la population qu'on ne doit pas dire non aux colons. Avec la complicité d'Amadou Ahidjo, qui a été imposée par la France. Bon élève. Mais Amadou Ahidjo, il est où? Il a eu des bisbilles avec François Mitterrand, qui était avocat. Et Amadou Ahidjo partait, François Mitterrand partait pour aller défendre son client. Mais quand il a pris le pouvoir, François Mitterrand, c'est lui, à travers une complicité, ils ont fait croire à Amadou Ahidjo qu'il était malade. Paul Biya était le premier ministre. Ils ont fait croire à Amadou Ahidjo qu'il était malade. Alors qu'ils ont voulu faire un coup d'État pour donner le pouvoir à Paul Biya. Écoutez bien. Amadou Ahidjo, ils lui ont fait un faux bilan de santé pour dire qu'il n'a pas longtemps à vivre. Écoutez bien. Ça ne se fait ici en France qu'il n'a pas longtemps à vivre. Amadou Ahidjo a cru à cela. Il a cédé le pouvoir à qui? À Paul Biya. Mais c'était le système français qui a voulu l'enlever. Et ils l'ont fait si bien. Mais quand Biya a pris le pouvoir là, c'est à plus tard, quelques mois, que Ahidjo s'est rendu compte que c'était faux. Que ce qu'ils lui ont dit là, ce n'était pas vrai au niveau de son bilan de santé. Il veut revenir au pouvoir, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Vous savez où Amadou Ahidjo a trouvé refuge? Il a trouvé refuge au Sénégal. Il est mort au Sénégal. Sa femme, elle s'appelle quoi Ahidjo là, c'est pas Reine, non, ça c'est Reine Biya, il y a dans Chantal Biya, Reine Biya, non. En tout cas, sa femme, j'oublie son nom. Elle est morte il y a de cela 2 ans au Sénégal, elle a été enterrée là-bas. Ahidjo était le pion de la France. Bokassa était le pion de la France. Jusqu'à Destin, les diamants. Voilà. Merci beaucoup, c'est Germaine Ahidjo, merci beaucoup. Bokassa de la Centrafrique était le pion de la France. Il prenait même le diamant, n'est-ce pas, des Centrafricains. Il donnait ici, n'est-ce pas, aux dirigeants français. C'est ce qui a fait même que, comment dire, Giscard d'Estaing a été battu par Mitterrand parce que l'affaire des diamants de Bokassa. L'ex-président français, ce qu'on dit là, c'est les faits, c'est l'histoire de notre continent qu'on est en train de parler. Dans les idiots, les abrutis qui disent que nous sommes contre X ou Y là, non. Nous sommes en train de restituer les faits. Bokassa prenait même les diamants de son pays et puis donnait à Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing me parlait même qu'il moussait sa femme. Il partait là-bas, il était comme le prince, le roi de là-bas. Mettez le cœur et puis partagez la vidéo au maximum. Mais qui a enlevé Giscard d'Estaing au pouvoir, Bokassa au pouvoir? C'est Giscard d'Estaing. Pour installer, je crois que c'est Dako, un truc comme ça. Frères et sœurs, sans saluer, attends, on va bloquer un idiot là. Attends. N'oubliez pas, si vous voyez un idiot qui est là, et puis il veut, voilà, merci beaucoup, j'ai vu un là, ils veulent jouer les tétamas ici, on va les bloquer. Voilà. On n'a pas le temps. Les moutons du RD, vous mettez tête de mots sur les commentaires, puis on les bloque. C'est tout. Voilà. Et donc, on continue. David Dako, merci beaucoup, Samson. David Dako. Frères et sœurs, vous savez où Bokassa est mort? Où Bokassa était? Tous ces biens qui étaient en France, ils ont saisi ça. Ils l'ont humilié. C'est au Faux-Boigny qu'il a accueilli en Côte d'Ivoire, qui lui a donné une maison d'hôte. Que M. Ouattara qui pense qu'il est le chouchou de la France, il doit comprendre ce que les Africains lui parlent. Il doit comprendre. Comme l'a dit le général de Gaulle, la France n'a pas d'amis, la France n'a que les intérêts. La France n'a pas d'amis, la France n'a que les intérêts. Et donc, quand nous voyons aujourd'hui, lui qui est aujourd'hui le chantre d'une invasion, de l'envahissement, et il est pour l'envahissement, je suis en direct. Pour l'envahissement du Niger, c'est M. Ouattara. Puisque selon lui, il est le bon élève. Mais vous avez vu M. Ouattara hier, non? Hein? Vous avez vu M. Ouattara hier? Vous avez vu comment il avait du mal à parler? Est-ce que vous avez vu M. Ouattara hier? Vous n'avez pas senti que le monsieur il a un problème? On sent, même par sa manière de parler, que Dieu lui donne la santé. Mais quand vous l'avez entendu hier, quand vous l'écoutez même la vidéo, vous l'écoutez la vidéo, M. Ouattara ne parle pas comme ça. Vous sentez quelqu'un d'essoufflé.
Vous savez quelqu'un de fatigué. Vous savez très bien, comme vous l'avez écouté hier. Donc, comment des soldats ivoiriens peuvent sceller leur destin à quelqu'un, n'est-ce pas, qui est proche de la sortie que de l'entrée? Je suis désolé. Il faut qu'on soit très clair. Comment? Vous qui êtes dans l'armée de Côte d'Ivoire, quel est le salut que vous allez avoir pour aller faire la guerre contre vos frères du Niger? Est-ce que vous pouvez avoir le courage, au nom de quel sacro-saint principe, pour aller réinstaurer une seule démocratie au Niger? Vous allez y rester éternellement? M. Ouattara n'a pas pu vous demander de vous apprêter pour aller envahir le Mali, pour aller libérer vos frères d'armes. On va y arriver. Et c'est au Niger où vous n'avez aucun intérêt direct et indirect. M. Ouattara décide que l'armée ivoirienne doit aller envahir le Niger pour aller réinstaller, comment dire, Bazoum. Parce que lui, il est paniqué. Parce que lui, il a peur. Pour lui, là, il a en voulant soi-disant réinstaller Bazoum, il passe à son propre sort. Puisque lui aussi, c'est un pouchiste. Donc, il passe à son propre sort. Mais ici, on va développer. On va l'écouter. Et je vais faire une fixation sur l'armée ivoirienne. Si mes frères ivoiriens, vous n'allez pas laisser les belles femmes de Côte d'Ivoire. Oui, les femmes, vous allez m'excuser. Il faut que je les parle. À mes frères ivoiriens. Allez mourir. Allez à l'abattoir. Vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas aller tirer sur vos frères du Niger. Vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas exécuter un ordre illégal. Un ordre d'aller abattre vos frères. Non. Au nom de quoi? Non, au nom de quoi? Non, sincèrement, au nom de quoi? Au nom de quoi? Alors que M. Ouattara lui-même, lui qui vous donne des ordres, vous savez dans quelles circonstances il a été élu en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il a fait un 3e mandat meurtrier. Beaucoup d'Ivoiriens ont perdu la vie. Et votre frère, Toussaint Kofi, sa tête fut décapitée. Mettez des cœurs et puis partagez. Parce qu'il faut que vous sécurisez. Vous devez montrer que, quand nous sommes en direct là, je vous ai toujours dit, notre force de frappe, c'est vous. C'est vous notre habit. C'est à travers cela que notre voix porte. Et ça influence partout. Ben, vous ouvrez les vannes. Quand vous mettez les cœurs là, ça ouvre les vannes de la communication. Et quand ils nous voient en direct, quand ils voient, nous qui défendons les causes justes, nous qui sommes vos porte-parole, ça les effraie. Parce qu'ils savent que nous sommes redoutables. Ils savent que vous êtes la masse. Ils savent que vous êtes la majorité. Et que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils font contre le peuple frère du Niger, du Burkina et du Mali. Nous ne sommes pas des promoteurs des coups d'État. Nous sommes les promoteurs des aspirations des peuples. Ça, il faut le dire. Entre un coup d'État constitutionnel et un coup d'État militaire, c'est pareil. Donc, on peut également dire que un pouchi c'est bon, l'autre est mauvais, en cajolant celui du Tchad et puis en insultant Assimi Goïta. Nous ne le ferons pas. Et donc, frères ivoiriens, les soldats ivoiriens, vous allez laisser nos belles femmes ivoiriennes, les belles femmes Adjoukrou, les belles femmes Bété, les belles femmes Tabana, les belles femmes Gouro, Guéré, les belles femmes Agni. Vous allez laisser les belles femmes ivoiriennes là, belles, jolies, les Koyaga là, les Maouka là. Vous allez laisser les belles femmes avec les belles formes, avec les Botasaba, les Aoulaba. Vous allez laisser ça pour aller vous battre au Niger. Tu vas laisser ta femme et tes enfants. Pendant ce temps, le voisin guette ça. Tu vas laisser ça pour aller te battre, pour te faire tuer pour une cause que toi-même, c'est-à-dire que ni technique. Tu vas laisser ta mère au village, tu vas laisser tes parents au village, que tu vas au Niger. Mais quand tu te vas, tu fais ton testament. Parce que tu seras abattu là-bas. Ça, c'est pas un débat. Parce que si on envoie 1000 là, il y a au moins 100 qui vont rester. Donc il faut que Ouattara parte. Il faut que, moi j'ai dit encore une fois de plus, il faut que vous partez. Quand les cercles vont venir par dizaines, c'est là que vous allez comprendre que la guerre, vous ne partez pas en tourisme. Vous ne partez pas en villégiature. Vous ne partez pas en visite. Vous allez visiter comme Niamey. Vous allez visiter les déserts. Vous partez faire la guerre. Quand vous partez, et puis une guerre, la guerre la plus idiote de votre carrière, la guerre la plus inutile de votre formation militaire, la guerre la plus, suicidaire. C'est-à-dire qu'une guerre peut se faire sur des bases. Mais une guerre où on demande d'aller réinstaller quelqu'un qui ne peut même, quelqu'un qui est dessus, et pour lui on dit d'aller tuer les gens, et vous partez. Mais si vous partez, les poissons braisés que vous mangez en Côte d'Ivoire, c'est fini. C'est pas votre formation militaire que vous faites à la forêt du Banco, c'est pas ça. C'est pas votre formation militaire que vous faites à la forêt du Banco. On parle de combats dans le désert. Même l'armée américaine, ils s'entraînent avec les soldats nigériens au Niger. Parce que c'est un autre terrain, n'est-ce pas, de combat, d'entraînement. C'est un autre combat. Vous n'allez pas laisser les bons poissons braisés, les maquereaux braisés, les poissons thon, les garbas de Aoussa, Mbidja là-bas, le choukouya. Vous allez laisser ça pour aller faire la guerre. Pour qui, pourquoi?
Et M. Ouattara dit qu'il a débloqué l'argent pour qu'on aille vous tuer. Ah bon? Quand vos frères étaient arrêtés au Mali, il avait fait ça pareil? Non. Il a quel intérêt à vous envoyer pour aller combattre au Niger? Il a quel intérêt? Est-il Nigérien? Non. Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Nous on l'a envoyé là-bas? Non. On va l'écouter. Parce que vous êtes là, vous nous écoutez. Les militaires sont nombreux sur ma page. Mais je cause avec vous. Que ce soit général, que ce soit colonel, que ce soit soldat d'Iran, officier, je cause avec vous. Dans tous les corps. Je vous interpelle sur direct. Parce que le jour qu'ils vont commencer à vous caillader là-bas. Et puis encore, je vais dire au général Doumbia et tous les généraux de Côte d'Ivoire qui sont dans cette dynamique-là. Il faut que vous soyez au front. Vous ne serez pas. Il faut que les soldats là. Vous allez demander au général Doumbia d'être au front, au combat. Parce que c'est lui qui est parti là-bas pour aller signer là-bas, non. Il faut que quand ils vont vous envoyer là, il faut qu'il soit avec vous. Hein. Il ne faut pas qu'il s'assoie au bureau. Il ne faut pas qu'il s'assoie au bureau. Il faut que lui aussi soit au front avec vous. Vous allez faire le combat ensemble. Il ne faut pas accepter de partir. Hein. Si vous êtes, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment idiot. Pourquoi on t'envoie? On dit que voici l'aiguille qui est là et puis tu mets tes yeux dedans. Tout le monde dit voici aiguille. Et tu prends tes yeux et tu mets dedans. Mais c'est ça que tu as mis tes suicidaires. On va ici écouter Ouattara et puis on avance. On ne va pas laisser ça passer. Hein. C'est quel foutaise ça. On l'écoute. C'est parti. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Partagez, s'il vous plaît. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme ceci lui a été confié par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Je vous informe qu'ils ont dit, si jamais la CEDEAO intervient, ils vont abattre Bazoum. Je reprends. Ceux-là, ils n'interviennent pas, ils ne veulent pas intervenir à cause de Bazoum. Je l'ai dit hier, Bazoum n'est pas suicidaire pour demander à la CEDEAO d'intervenir et de le faire sortir de là. Il n'est pas suicidaire. La réaction que nous avons reçue, que nous avons appris, ils ont été très clairs. Dès l'instant où on lance l'assaut, Bazoum sera abattu. Partagez cette vidéo, nous avons des révélations à vous faire. Dès l'instant, ils interviennent au Niger, la sanction a été prise. Bazoum sera abattu comme ils l'ont dit. Depuis le premier jour, ceux qui me suivent, je l'avais dit que j'ai peur d'une chose de la vie de Bazoum. Souvenez-vous de cela. Depuis le premier jour, je lui ai dit que j'ai peur pour la vie de Bazoum. Puisque quand j'ai regardé le cas de l'ex-président Ibrahima Bari Manassara, et j'ai vu comment il a été abattu par la garde présidentielle du commandant Wanké, je vous ai fait ici le récit. On ne va pas revenir dessus. Depuis le premier jour de ce coup d'État. Vous voyez aujourd'hui, ce que je dis là, ça a été confirmé. Et ce n'est pas un divin. Mais au moins, je sais quand même lire entre les lignes. C'est dit. Ils ont miné l'endroit où Bazoum se trouve. Ils ont mis des armes lourdes. Ils ont mis des armes lourdes. Là où Bazoum est là, ils ont mis des armes lourdes. Vous voulez que, parce qu'il y a eu la CEDEAO divisée. Et donc, étant divisée là, il y a la lettre du continent qui a fait des révélations que je vais vous lire tout à l'heure. Ils ont creusé, ils ont miné, ils ont mis des mines autour de la résidence où Bazoum est. Vous savez, il y a aussi un problème. Au niveau du Niger, là, c'est complexe. À cause des coups d'État qui sont passés, nombreux coups d'État qui ont eu lieu au Niger, les présidents, n'est-ce pas, ils ont décidé de construire la présidence dans un camp militaire. Parce que la présidence du Niger, là, c'est dans un camp militaire. C'est pas comme dans un pays comme le Togo, comme la Guinée ou le Mali, la présidence est à part. La présidence du Niger, c'est dans un camp militaire. Donc le combat sera féroce.
Parce que le président, croyant qu'en allant se réfugier dans un camp militaire, il peut comment dirais-je, éviter le coup d'État. Donc, il peut éviter ça. Donc, c'est dans un camp militaire. Bazoum, là, ils vont d'abord rentrer dans les camps militaires, ils vont combattre jusqu'à aller. Donc, ça sera, c'est-à-dire que c'est quelque chose de, comment dirais-je, irréalisable. Moi, je pense que ce qu'il veut faire, c'est l'invasion du Niger, et Bazoum est neutralisé. Et puis bon, ils vont mettre un pion. C'est tout. Sinon, pour dire que Bazoum va revenir au pouvoir, je l'ai dit que c'est fini. Je vous ai dit que Bazoum va revenir au pouvoir. Ça, c'est dans un autre monde. Ça, je l'ai dit, c'est dans un autre monde. Mais dans ce monde où nous sommes, Bazoum est revenu au pouvoir encore au Niger en 2023. Non, c'est que ceux-là même qui sont dans cette campagne-là, ils n'aiment pas Bazoum. Ceux-là n'auraient pas dû dire ça. Et les militaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont miné l'endroit. Ils ont miné le coin. Ils ont mis des armes lourdes. Et ils attendent maintenant. Donc, Bazoum, il est là. Ils ont même cadenassé l'endroit. Et d'autres même disent, certains voix même disent qu'ils veulent le déplacer dans un autre endroit. Donc, Bazoum, au lieu d'aller doucement, vous voulez appliquer la force. Vous me dites que non, qu'il est dans la main comment dire, il est otage. Mais ce n'est pas l'otage, c'est-à-dire que c'est d'une armée dans ce cas. Ce n'est pas une frange de l'armée. Il est otage de toute l'armée. C'est des milliers d'hommes qui ont pris Bazoum. Ce n'est pas une personne qui a pris Bazoum. C'est des milliers d'hommes qui l'ont pris. Et demain que Bazoum a été pris là, c'est comme ça Alpha Condé a été pris par Mamadi Doumbouya en Guinée. Il dormait dans le même bâtiment là, lui Alpha Condé. Tout le monde a vu ça ici. Donc c'était aussi un otage, non? Mamadi Doumbouya savait que pour pouvoir asseoir son pouvoir là, il faut d'abord Syrie, Alpha Condé. C'est comme ça. Et puis il dormait dans le même bâtiment. Tu ne bouges pas, il ne bouge pas. Donc Bazoum là c'est la même chose. C'est une armée qui l'a pris. Ce n'est pas un homme qui l'a pris, ce n'est pas le garde présidentiel qui l'a pris. Puisque les forces spéciales là, le boss de chef, il est actuellement chef d'état-major de l'armée du Niger. Il est dans le coup. Donc c'est toute l'armée qui est dans le coup. C'est l'armée qui l'a pris. Ce n'est pas un groupe que la garde présidentielle qui a pris Bazoum. C'est toute l'armée d'un pays. Comment vous pouvez imaginer ça? Mais c'est quand même suicidaire. Ce que je vous dis là, il n'aime pas Bazoum. Parce que s'ils aimaient Bazoum, il n'allait pas procéder pour dire qu'on appelle les forces, on va les libérer. Vous allez les libérer comment? Vous allez marcher sur un peuple parce qu'avant de rentrer au Niger, là, le peuple du Niger aujourd'hui, à Niamey, là, ils vous attendent également. Soit vous allez rester en l'air, vous allez bombarder, vous ne serez pas au sol. Ça sera l'Afghanistan ou la Libye numéro 2. Soit vous serez en l'air, vous bombardez, et aussi ils vont riposter avec les missiles sol-air. Et donc, on va voir maintenant, c'est la guerre. C'est à la guerre comme à la guerre. Sinon, vous allez rentrer comme ça, mais le peuple du Niger, il ne faut pas vous donner, n'est-ce pas, des fleurs. Parce qu'il ne vous appelle pas de venir intervenir. Vous avez vu les anciens présidents du Niger, les anciens premiers du Niger, les anciens présidents de l'Assemblée nationale du Niger ont fait une déclaration publique et puis ils ont envoyé ça à qui? À la CEDEAO. Pour dire non, on ne veut pas d'intervention dans notre pays. Il faut lever les sanctions. C'est-à-dire que tout le monde est unanime. Les Nigériens même disent qu'ils n'en veulent pas. Ils vont trouver une solution entre eux, Nigériens. Mais vous là, pourquoi vous forcez obligatoirement à vouloir intervenir dans un pays où ils ne veulent pas? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Non, excusez-moi un peu. Comment vous pouvez intervenir dans un pays où le peuple même d'abord... Oh, voici un. Voilà. 2 secondes, j'ai bloqué. Voilà, j'ai bloqué un là. Voilà. Tu as les têtes de moi sur la tête de ton papa. Voilà, bloqué. Voilà, merci. Plantez face. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et accueille ta maman. Comment tu vas, ma soeur chérie? Ma grande soeur chérie, on est ensemble. Donc, on continue. J'ai dit que la classe politique nigérienne, vous avez vu, malgré les menaces et intimidations, dans le gouvernement qui a été créé là, c'est que les technocrates. Malgré qu'ils ont dit que si jamais quelqu'un est dans le gouvernement là, on va le sanctionner. Malgré ça là, c'est que les technocrates qui sont dedans. Ça veut dire que c'est un peuple qui est déterminé à aller jusqu'au bout. Ce n'est pas que les militaires. Si vous voyez les anciens présidents du Niger,
Les anciens premiers ministres du Niger écrivent pour dire nous on ne veut pas de vous ici. Mais Niamey là, c'est là-bas que Bazoum est. Vous n'êtes pas rentré, ils vont dire non, voici de l'eau, venez boire. Non. Ils ne vont pas vous donner de l'eau à boire. Ça sera une confrontation directe avec l'armée et avec le peuple. C'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est très dangereux. Moi, je n'ai pas comme une déclaration où les gens manifestent par milliers pour Bazoum. Ou pour dire que vous venez intervenir. Non. On va ici écouter une vidéo. Ici. C'est eux-mêmes qui parlent et puis ils dansent. Écoutez ici. Le reporter d'une chaîne de télévision, qu'on va pas citer ici, qui a fait un reportage où il parle ici que ils ont dit qu'ils vont neutraliser Bazoum. Regardez ici. Écoutez. Non mais pourquoi ça s'est bloqué? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. En même temps. Les démons sont dehors. Ils veulent seulement nous bloquer la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà. Les démons sont dehors. Merci. Voilà. En provenance de ce sommet de la CEDEAO ici à Abuja, vous le disiez, assez ferme, tout en, je le rappelle, quand même laissant ouvert la voie à la négociation. En fait, on commence à négocier avec un pistolet sur la table. C'est un peu ce qu'on dit ici en marge de ce sommet extraordinaire qui s'est achevé hier soir. Évidemment, maintenant, c'est la réaction des putschistes du CNSP, les putschistes nigériens, plus de 2 semaines après le début de cette crise qui, il faut le dire, ébranle un peu une grande partie de l'Ouest africain et qui pose un gros problème pour beaucoup de nations voisines et puis pour l'ensemble, il faut le dire, de la communauté internationale. Donc évidemment, tous les regards aujourd'hui sont portés sur cette réaction. Il y a eu déjà une première réaction à chaud, je dirais, dans l'entourage du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à Niamey, qui avertissait hier soir que le président Bazoum, qui je le rappelle est retenu depuis également 2 semaines près du palais présidentiel avec sa famille, eh bien serait, je cite, abattu, exécuté en cas d'intervention militaire. Donc le ton était donné. Vous avez entendu? Je ne suis pas propriétaire de ce que le monsieur dit. Vous avez entendu la phrase qu'il a dit? C'est pas ce que j'ai dit depuis le début là. C'est pas ce que je vous ai dit depuis le début. Que attention à la vie de Bazoum. Et comme je connais l'obstination de quelqu'un, M. Ouattara, à vouloir appliquer, à prendre l'option de la violence, on va y arriver à là. Parce que cette cabale-là, pour dire nous allons intervenir pour aller sortir Bazoum là, ça vient de M. Ouattara lui seul. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est lui qui fait les conférences de presse à n'en point fini, comme s'il était nigérien. Bon, je pense que, comme lui, il a beaucoup de nationalités, je l'ai dit hier, tantôt il est burkinabé, voilà, venu de Sendou, tantôt il est ivoirien de Dimokro, tantôt il est de Washington, bon, tantôt il est de Guinée, tantôt il est de Congo, bon, on ne sait pas, ou il est de Banfora. Bon, là maintenant, si on nous dit qu'il est de Tilaberi, bon, moi ça ne va pas m'étonner parce que, bon, on ne sait pas où il est. On ne sait pas, on va les classer. Donc, je ne comprends pas. On ne peut pas être Nigérien plus que les Nigériens. En voulant mettre, n'est-ce pas, la vie de Bazoum en danger. On va écouter ici, et puis on va avancer. Écoutez. Que hier soir, que le président Bazoum, qui je le rappelle est retenu depuis également 2 semaines près du palais présidentiel avec sa famille, eh bien serait, je cite, abattu, exécuté en cas d'intervention. Il sera abattu et exécuté en cas d'intervention. C'est déjà dit. Vous avez compris? Est-ce que la CEDEAO même aime Bazoum? Non. Est-ce qu'ils aiment les Nigériens? Non. On va écouter M. Ouattara, on continue, on poursuit. Nous avons demandé que le président Bazoum, celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables
Non, les non. sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. Est-ce que vous avez bien entendu la partie là? Il dit, s'il n'y avait pas de coup d'État, il n'y aurait pas, de sanctions contre le peuple du Niger. Vous avez compris? Ça veut dire que ils ont fait sciemment pour sanctionner le peuple du Niger. Sinon, on doit cibler qui? Ceux qui ont fait le coup d'État. C'est eux qui sont responsables. Mais Ouattara le dit que c'est comme il y a eu coup d'État là, vous, on va vous punir. Il reconnaît ça ici. Qu'est-ce que le peuple du Niger a fait pour mériter des sanctions? Mais il dit ici, qui va être clair, que s'il y a sanctions contre le peuple du Niger, vous avez bien compris, il dit contre le peuple du Niger. Donc les sanctions là ne sont pas contre n'est-ce pas, ceux qui ont pris le pouvoir, mais par contre contre le peuple. Est-ce que c'est normal? Qu'on a lui dit tout mes respects, Nathalie Dambélé. Non, vous avez vu, c'est pas normal. Parce qu'il faut, quand tu écoutes un discours, il faut aller en profondeur. Il reconnaît explicitement qu'ils ont pris des sanctions contre le peuple du Niger, Ibra. Mon colonel, tout mes respects. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec ça? Que des gens prennent le pouvoir et on vient sanctionner le peuple. C'est-à-dire que le pauvre Nigérien qui est au village, qui n'a rien à voir dedans, le pauvre berger qui est en brousse, le pauvre, lui-même qui est apolitique, et tous on les sanctionne parce qu'il y a eu un coup d'État. Ouattara l'a reconnu ici. Hein? On va continuer, écoutez-le. Les sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien. Frère. Voilà. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Amélie Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. Voilà. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Alors, Charles Kassi. je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. Alors, la CEDEAO, vous savez, a fait sa part. Elle a dépêché plusieurs émissaires, dont le président Abdous. C'est bon. Monsieur Ouattara dit que le peuple souffre. Le peuple du Niger souffre. C'est-à-dire que c'est lui qui vient justifier. Je vous avais dit que les sanctions économiques sont du fait de M. Ouattara. Pourquoi? La CEDEAO est à part et l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest est à part. N'oubliez pas. C'est deux entités différentes. Bazoum, l'ex-président du Niger, était le président de l'UEMOA. Et comme il est aujourd'hui mis à l'écart, il n'est plus président, Ouattara, c'est lui qui a présidé la réunion de l'UEMOA. Et c'est lui qui a pris les sanctions contre le Niger. C'est important de le signifier. C'est lui qui a mis les sanctions contre le Niger. Et il dit non. Et il reconnaît explicitement avoir pris des sanctions contre le peuple du Niger. Des sanctions illégales. Il dit bien scandaleuses. Parce que vous allez lire avec moi ici l'article 4 ici de l'UEMOA. L'article 4 de l'UEMOA. M. Ouattara, il est hors la loi et c'est lui qui a fait la loi. On va aller ici lire l'article 4 au niveau de l'UEMOA. Nous avons des preuves ici
Parce que nous travaillons pour parfaire notre communication et vous donner, restituer ce qui vous relève de droit. Parce que vous prenez votre temps pour nous écouter, on doit également prendre le temps de chercher avant de venir vous parler. C'est comme ça, moi, je travaille. Voilà. On va ici aller voir l'article 4 de l'UEMOA. Est-ce que les sanctions que Ouattara a prises, parce que c'est Ouattara qui a pris ces sanctions-là contre le Niger, est-ce que ces sanctions-là sont, comment dirais-je, normales, sont légitimes et doivent être approuvées par vous? Non. Alors, c'est ici, je vous demande de continuer de partager, s'il vous plaît. Parce que, vous savez, quand on fait les frapponnages, Charles Kassi, merci de partager. Voilà. Merci de partager vous tous. On va continuer de l'écouter, puis je vais vous montrer. Salam Abouakar et le sultan de Sokoto, Saad Abouakar. Mais ils n'ont pas été reçus par les chefs de la junte et les putschistes. Cela est contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour sa haute personnalité, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, de constat, de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire. C'est l'article 4 de la CEDEAO. On va avancer très rapidement parce que nous avons, comme je l'ai dit, on ne va pas trop durer aujourd'hui. Sois salué ma grande sœur chérie et belle bonne, tout mes respects. Merci beaucoup à toi. Attends, on va bloquer un ici. Voilà, merci beaucoup. Il peut aller voir ailleurs. Tu peux aller gendre ailleurs, tu peux aller péter ailleurs. Voilà, bloquez ça. Voilà, voilà, merci. Ici, on va marquer un pas. Ouattara dit qu'il a donné instruction au chef d'état-major de Côte d'Ivoire d'apprêter les troupes. L'argent a été débloqué, même si c'est 3 mois, tout est déjà prêt. Ok. C'est ici que je m'adresse à mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, à l'armée ivoirienne. Je l'ai dit, ce monsieur s'appelle M. Ouattara. Vous connaissez son parcours. Ceux qui ne le connaissent pas, je vais faire ici une démonstration de frapponnage. Ce monsieur est un putschiste congénital. Et vous savez, étant dans l'armée de Côte d'Ivoire depuis des décennies, que Ouattara n'est pas venu au pouvoir par de la bonne des manières, d'une manière conventionnelle. Non. Nous sommes là, témoins de l'histoire de notre pays. Nos contemporains savent de quoi je parle. Alassane Ouattara, en 2000, souvenez-vous, quand il y a eu l'élection présidentielle, sa candidature fut rejetée par la Cour constitutionnelle présidée par Tia Koné. Vous le savez, pour nationalité douteuse. Je suis obligé d'expliquer ça pour ne pas que vous partez mourir pour quelqu'un qui n'est même pas lui-même un démocrate. Vous le savez très bien. Babo Laurent était candidat face à Gueye. Babo a gagné les élections. Ouattara a dit qu'il ne va pas accepter le résultat des urnes. Vous êtes témoin. Et il a demandé à ses militants de descendre de la rue parce que le pouvoir s'y trouverait. Alors qu'un président avait déjà été élu. Militaire de Côte d'Ivoire, c'est devant vous ici. Comment ça s'est passé? Ouattara n'a pas attendu. Les mêmes gens qu'il a pris, parce qu'il a dit au président Bédié, avant même qu'on ait les élections de 2000, qu'il frappera le pouvoir du président Bédié et il tombera. Paix à l'âme de notre papa. Vous êtes tous témoins. C'est-à-dire que notre histoire, là, entre nous d'abord Ivoiriens, on le connaît. Et ça a été même placardé.
sur les journaux de patriotes de Alassane Ouattara. C'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, vous n'allez pas vous laisser manipuler par quelqu'un, même dans le passé. On dirait qu'il avait des bateaux, il avait des avions. Il a manipulé une jeunesse qui a pris des armes contre les patries. Beaucoup le regrettent aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui les chefs de guerre qui me diront le contraire. Ce n'est pas aujourd'hui le président Guillaume Soro, mon président, qui me dira le contraire. D'avoir fait un combat inutile pour quelqu'un aujourd'hui qui a condamné à perpétuité. C'est celui qui prétendait aimer, chérir, adouber la démocratie, état de droit. L'homme venu de Washington et de Manhattan. Ce qu'il a pris là-bas, c'est des armes qu'il a envoyées pour imposer à mon pays, la Côte d'Ivoire. La jeunesse a été embrigadée, manipulée par quelqu'un à cause de sa nationalité douteuse. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Le journal Patriote, il est là, je vais vous montrer. Vous êtes tous témoins des faits. Si vous voulez aller mourir, on va vous accompagner, on va vous aider. C'est là, ici. Le journal Patriote de M. Ouattara, ici. Regardez ici, vous-même, avec moi. Le journal Patriote de M. Alassane Ouattara. Le journal existe toujours. Mettez les têtes de moi sur les bâtards là. Je vais les bloquer. Voilà. Voilà. Nous frapperons ce pouvoir et il tombera. C'est quelle date? Regardez la date. Le 15 septembre 1999. Le journal Patriote est là. De M. Alassane Ouattara, c'est là. Vous avez vu? Voilà. On continue notre vidéo. Le 15 septembre 1999, Alassane Ouattara dit: nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Le journal que vous voyez est toujours en Côte d'Ivoire. C'est le journal du parti RDR, Rassemblement des soldats républicains. Pas des rassemblements des barbares, rassemblement des criminels, rassemblement des rebelles, rassemblement des assassins. Puisque c'est eux qui ont ramené dans notre pays la violence politique par les armes. C'est eux. Et donc, ce parti-là est un parti où les militants sont tous des bornés, des violents, des barbares. Des personnes qui n'ont que pour leur vocation primo en politique, c'est la menace, intimidation et les menaces de mort. C'est ça, l'effort. Les Madou Bessé, les Soulou Roquettes, les Doumia Kalachnikov, c'est des personnes qui n'ont absolument rien et qui n'ont aucune, comment dirais-je, approche politique. C'est des ensembles vides, des tonneaux vides, des évidés, des écervelés. Ici, M. Ouattara dit à la face du monde, placardé, c'est un journal, lui qui prétend être un démocrate, chéri, aimé la démocratie, un politicien dit: nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Puisque le monsieur était en exil, flanqué d'un mandat d'arrêt international pour faux usage de faux. Et pendant 5 ans, il était en errance, n'est-ce pas, au niveau international. Pour rentrer dans son pays, il a fallu qu'il fasse un coup d'État. Et le coup d'État, quand il a fait, il a dit à la face du monde que ce n'est pas un coup d'État. Vous voulez voir la preuve? Quand il a frappé le régime du président Bédié, paix à son âme, il a dit que ce n'est pas un coup d'État, que c'est une révolution du peuple. On va essayer d'écouter ensemble. Partagez-moi la vidéo, je vais les montrer ça. Je vais faire ça dur à ces gens-là aujourd'hui. Parce que c'est eux qui pensent qu'ils ont la science et fiche. Je vais les montrer. On va écouter M. Ouattara ici. Personnel, même s'ils disent répondre aux aspirations du peuple. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Ce n'est pas un coup d'État. Quand Guy Robert est venu à la télévision nationale, il a lu des militaires. Vous voulez voir Guy Robert? Vous voulez le voir? Vous allez voir. Il faut qu'on montre, les preuves aux Guinéens, aux Nigériens, voilà, aux Nigériens et tout le monde, qui est Ouattara, qui aujourd'hui s'érige, n'est-ce pas, en démocrate, comme s'il avait été élu, n'est-ce pas, dans les normes. Non, il n'a pas été dans les normes. C'est un putschiste et n'est-ce pas, qui s'ignore ou bien qui s'oublie. Chers compatriotes, depuis 48 heures, j'étais dans la Côte d'Ivoire profonde et plus précisément dans mon village natal. Et c'est de là que les jeunes frères d'armes m'ont fait appel pour être d'abord leur porte-parole. Depuis hier, ils sont dans les rues, comme un peu en 1990.
Ils ont présenté un certain nombre de doléances, parmi lesquelles il y a les points qui concernent la restauration de leur dignité, Partagez la vidéo. c'est-à-dire les équipements militaires, les problèmes purement militaires. Mais il y a aussi des problèmes d'ordre national, en ce qui concerne certains détails politiques. Ils ont parlé de la libération immédiate sans condition des détenus politiques. Ils ont parlé de la libération sans condition des détenus politiques. Vous m'avez provoqué, je vous fais ça du sans vaseline. La libération des détenus, mais lesquels des détenus politiques? C'est ça aussi qu'il faut parler. Des militaires qui ont pris des armes et qui font un coup d'État, qui demandent la libération des détenus politiques. Lesquels? Ah, vous ne savez pas. Vous qui m'écoutez, vous ne savez pas. Effectivement, il y avait des militants du RDR, des cadres du RDR, des partis de M. Ouattara. L'actuelle chancelière, qu'on appelle Henriette Dagui Diabaté, était en prison. Feu Amadou Gon Coulibaly était en prison. C'était les cadres de M. Ouattara, des partis RDR. La revendication de ceux qui ont pris des armes, là, c'était pour qu'on libère les prisonniers, n'est-ce pas, de Ouattara, qui étaient à la Maca. Vous avez entendu? Vous avez entendu? C'est important, cette partie-là. Parce qu'ils ont des revendications. Ouattara doit rentrer au pays. Et Ouattara doit être candidat. Et Ouattara, ces gens qui sont en prison, il faut qu'on les libère. Il a pris les armes pour enlever un président démocratiquement élu dans mon pays. Ce n'est pas à lui de parler de démocratie. Ce n'est pas à lui et ses militants de nous parler de démocratie. Parce qu'ils sont disqualifiés d'office. Ils n'ont pas de qualité. Là où nous parlons, ces personnes-là ne doivent même pas s'approcher. Parce que je suis redoutable face à eux. Je suis sans pitié, sans compassion, sans apathie. Et quand on rentre sur ce territoire-là, là je deviens très très redoutable. On va s'y écouter, on continue. Tous ces problèmes, au nombre de 10 sensiblement, ont été présentés au président de la République ce matin, qui s'était fait entourer par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et un certain nombre de ses collaborateurs. En décembre 1999, des jeunes militaires mécontents de leur sort et du président Bédié réussiront sans faire de victimes le premier coup d'État de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils feront appel au général Gueye qui déposera en direct de la télévision ivoirienne le président Bédié en fuite. Voilà pourquoi, dès cet instant, ils sont venus me demander de vous dire, chers compatriotes, qu'à partir de cet instant, le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Merci. Le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Un opposant qui parle de démocratie, la coutume voudrait que il faut condamner un coup d'État, même dans la forme. Et après, on prend acte. On a vu Maman Simone Eve Gbagbo ici, elle a fait une déclaration ici, que j'ai publiée sur ma page. Elle a condamné le coup d'État. C'est le principe démocratique, c'est le principe de tout homme politique qui chérit ce qu'on appelle un État de droit et qui est démocrate. On a vu la déclaration du président Gbagbo, lue par le ministre Kone Katina, qui a bien évidemment, naturellement, condamné le coup d'État, toute prise, n'est-ce pas, de pouvoir par la force, ou bien par des moyens dérobés, comme la modification de la constitution par M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Et après, maintenant, ils avisent, et maintenant, ils proposent. Mais non, M. Ouattara n'a pas condamné ce coup d'État, qui était le premier coup d'État de l'histoire de notre pays. On n'a jamais connu de coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est M. Ouattara qui a fait le premier coup d'État dans l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est écrit pour la postérité, pour nos enfants et petits-enfants. Il faut qu'ils le sachent. Il faut que dans 50 ans, 100 ans, ils sachent que dans l'histoire de notre pays, c'est les faits. C'est M. Ouattara qui a fait le premier coup d'État de notre pays. Il n'a pas condamné le coup d'État contre un président démocratiquement élu. Qu'est-ce qu'il a dit? On va l'écouter ici.
qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour autant, Ouattara et Gbagbo nourrissent des ambitions personnelles, même s'ils disent répondre aux aspirations du peuple. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Ok. Il dit que ce n'est pas un coup d'État. Mais ce qui se passe au Niger, n'est-ce pas la même chose? Où des militaires ont déposé un président élu appelé Bassoum. Et le peuple est sorti par milliers au stade Diori, Amadou Diori. Des milliers de personnes, des Nigériens sont sortis. Des opposants, des anciens présidents ont condamné toute prise de pouvoir par la force ou par les moyens dérobés. Mais par contre, ils ont épousé cela, ils ont avisé. Ouattara n'a pas condamné. Il dit que ce n'est pas un coup d'État, que c'est une révolution. Mais d'où sont-ils encore, une fois de plus, de nous dire que les putschistes qui sont à Niamey, il n'a pas qualité à le dire, ni ses partisans. Mais je n'ai pas encore fini avec lui. Je n'ai pas encore fini avec la morale qu'il donne aux gens. Faire croire et parler, et puis même envoyer nos soldats pour aller, comment dirais-je, rétablir l'ex-président dans ses droits. Mais le président Bédié, paix à son âme, a été humilié par M. Ouattara. Parce qu'il n'a jamais pardonné le coup d'État. Ça lui a fait mal. Il a été humilié. Ça lui a valu l'exil. La perte du pouvoir. C'est lui, aujourd'hui, qui nous parle de démocratie, qui nous parle d'état de droit. Lui qui était hier, c'est pas que ce coup d'État. Je vais vous donner le CV kilométrique d'un putschiste qui s'ignore, d'un individu qui est venu au pouvoir, qui a, n'est-ce pas des armes dans mon pays, la Côte d'Ivoire, qui n'a pas qualité, je le dis encore, et qui est disqualifié pour parler, quand on parle, n'est-ce pas, de coup d'État d'un pays africain, même ailleurs. On va encore avancer sur le deuxième point. M. Ouattara, le président Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Puisque Guy Robert, qui était son poulet, a changé les règles du jeu au cul du jeu. Il dit non, il est venu pour balayer la maison. Un mois donné, il dit non, il a trouvé que la maison était tellement confortable, il dit il va s'installer. Il a troqué, n'est-ce pas, le treillis pour le costard. Ouattara, même qui était son mentor, il a mis à l'écart. La candidature fut rejetée. Et donc, Guy a cru que non, qu'en allant face à Gbagbo Laurent, il peut gagner, n'est-ce pas, facilement. Mais il s'est mordu, n'est-ce pas, il a mordu la poussière. Puisqu'il a été battu lamentablement et à plate couture dans les unes par Gbagbo. Il a voulu la compter sur l'armée pour aller enlever Honoré Guillet, qui était le président de la commission électorale, et lui faire lire un résultat bidon et s'auto-proclamant président de la République de Côte d'Ivoire. Le père Gbagbo Laurent, se retrouvant à l'hôtel du Golfe, a demandé, mais tu m'appelles pourquoi? Je suis en direct. Se retrouvant à l'hôtel du Golfe, a demandé au peuple de descendre dans la rue et de faire barrage jusqu'à ce que Guy Robert recule. Ce qui fut fait. Il dit, je demande au peuple de Côte d'Ivoire, on va l'écouter non? Parce qu'il faut que les Nigériens comprennent que vous avez affaire à quelqu'un qui est en train de manipuler la CEDEAO afin de pouvoir s'en prendre à vous, et puis il impose des sanctions inhumaines, scandaleuses, injustes à votre pays, comme il a fait au Mali. Et vous trouvez des Ivoiriens conscients, consciencieux, pas les débiles qui sont sur la toile en train de geindre et de pondre des ilepsies, en train de transpirer comme les cochons en chalet. Ce n'est pas ça. Vous trouverez des Ivoiriens dignes qui vont vous restituer les faits, la vérité, consignée dans la politique ivoirienne. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. 1995, contre une élection de 2003. La première, c'est au pouvoir jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. On va écouter ici.
Oh, c'est trop bas. Il sera 48 heures. C'est bon. Voilà, c'est bon. Dans tous les cas. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Et à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Je demande à tous les patriotes de prendre la rue jusqu'à ce que le droit soit dit et que Gueye recule. Gueye Robert a fui pour aller à Kabakouma. Père son âme, au général. Et Gbagbo a pris le pouvoir. Il a prêté serment. Au moment où il prêtait serment, Ouattara déclarait qu'il ne connaît pas les leçons de Gbagbo Laurent. Et il demande à ses militaires de descendre dans la rue pour aller récupérer le pouvoir. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Mais M. Ouattara il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à menacer le pouvoir de Gbagbo Laurent. C'est important. Il a dit encore, il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Les preuves sont là. Et il va également, s'il veut qu'on mélange les pays, il va mélanger. Voici le journal qui est là. Le journal est là. C'est parti. Regardez ici. Il dit, s'ils veulent que les pays se mélangent, tout va se mélanger. Visite du président du RDR à Korogo. Vous avez vu? Ok. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Alassane Ouattara à l'hebdomadaire français Le Point. On continue. Ok. Ça, c'est le propos d'un opposant. Mais un opposant n'a pas le droit de dire ça. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire. En 2001, ceux qui ont fait son coup d'État ont attaqué le pouvoir du président Gbagbo Laurent. À travers ce que l'on appelait le coup d'État de la Mercedes noire qui a échoué. Frères et sœurs africains, le monsieur qui s'est mis hier et qui a parlé au nom de la Côte d'Ivoire, d'envoyer des soldats pour aller se faire braiser comme, n'est-ce pas, du choukouya et comme du michoui, n'a pas qualité de parler et de demander une intervention militaire pour aller soi-disant restaurer une pseudo-démocratie qui n'est pas perdue d'ailleurs et qui n'a jamais existé. Quand on sait dans quelles circonstances Bazoum est parvenu au pouvoir au Niger. Ne faites pas attention aux lesbroufs de ces militaires qui ne connaissent absolument rien de la situation socio-politique, n'est-ce pas, du Niger. On va poursuivre. Le 19 septembre 2002, M. Ouattara, qui n'est pas parvenu à travers l'attaque de la Mercedes noire, a décidé de renchérir et de monter une rébellion sur pied. Cette rébellion était stationnée au Burkina Faso. Cette rébellion avait pour vocation de faire un coup d'État. Et lui qui était derrière le coup d'État s'appelle M. Alassane Ouattara. Ce n'est pas les chefs de guerre qui étaient à la tête de cette rébellion qui vont me dire le contraire de Souley de Paris. On va écouter ici un chef de guerre qui s'appelle Kone Zakaria, qui au cours d'un meeting va nous expliquer qu'ils ont pris les armes pour M. Ouattara, qu'ils étaient financés quand ils étaient au Burkina Faso par M. Ouattara. C'est les faits qui sont têtus. C'est dur, mais ils vont entendre les faits. C'est-à-dire que pour être président de la République de Côte d'Ivoire, M. Ouattara a pris des armes. Puisque sa candidature fut rejetée en 2000. C'est par les armes imposées à Gbagbo qu'à Pretoria, il a pris l'article 48 pour faire de Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Parce que le pays était divisé en deux. À cause des ambitions démesurées d'un opposant politique qui a choisi le raccourci des armes pour devenir président, que de choisir, n'est-ce pas, le raccourci, n'est-ce pas, du droit. Oui, il a choisi les armes pour parvenir et être président. Des milliers d'Ivoiriens sont tombés pour que lui soit président. Des familles endeuillées, des personnes disparues. C'est ça, c'est son CV qui est là. Il n'a pas qualité à parler au Niger. On va écouter si Kone Zakaria. Partagez la vidéo. Il va leur faire ça dur et sans vaseline. Voilà. On va ici écouter ici Kone Zakaria. Son chef de guerre qui témoigne ici que les armes qu'ils ont pris, ils ont pris pour Ouattara. On est autour de là. Donc,
se marifa ta yɔrɔ ma marifa ta yɔrɔ mɔgɔ min ka marifa danu ma i bɛ ma marifa danu ma donc o de tiɲɛna muso toro la ko i bɛ ma marifa danu ma donc fɛn fɛn tɛmɛ l'exil ne de tɛmɛ o ta jitigi ye parce que an bɛ tɛmɛ yen mais donc ni minɛra ni saya ma ka tɛmɛ dɔw kan parce que ne ni minɛra saya ma nko ni n sara nin na n sara n faw ni n baw le kosɔn donc ne ka ni ci saya ma donc ne tɛmɛ donna o fɛn fɛn dɔ la ne ka o bɛɛ la don jamana kɔnɔ fana ni fo ka taa a daminɛ Abidjan i ko marifaw minɛ minɛ ne de k'a bɛɛ la don jamana kɔnɔ mais mɔgɔ min ka marifa d'a ma n'alu bɛ MPC supporter a ye taa supporter Zakaria kosɔn a ye taa supporter IBE kosɔn a ye b'a supporter mɔgɔ min kosɔn a ye se k'an lɔ o ye Alassane Dramane Ouattara ye. Il parle ici en malinqué. En malinqué. Je vais vous de partager la vidéo, vous allez entendre. C'est un chef de guerre. Il s'appelle Kone Zakaria. Je vais vous montrer son image pour que vous le voyez bien. Il est encore dans l'armée de Côte d'Ivoire, il est colonel de l'armée de Côte d'Ivoire, où je vous parle là. Il a été hyper et super gradé. Au cours d'un meeting, il affirme, haut et fort, Urbi et Orbi, que ils ont pris des armes pour la rébellion en Côte d'Ivoire. Ces armes-là, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. C'est le chef de guerre, Kone Zakaria qui est là. C'est lui qui est là. Il est vivant, il est en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est là avec M. Ouattara. Voici M. Ouattara qui est là. Et voici le chef de guerre qui est là. Kone Zakaria. Vous les voyez marcher, non? Voilà. Mais ça va vous surprendre. M. Ouattara va vous dire tout à l'heure qu'il ne le connaît pas. Il va vous dire tout à l'heure qu'il ne le connaît pas. M. Ouattara va vous dire, je vais vous montrer les vidéos, il va dire qu'il ne le connaît pas. Mais je vais vous dire, je vais vous retranscrire ce qu'il a dit en Djoula. Écoutez. Vous devez soutenir notre rébellion, notre prise des armes. Pas à cause de IBE, puisque beaucoup de personnes disent que IBE était le chef de la rébellion. Et dit non, vous devez le faire à cause de Alassane Ouattara. C'était au nord de la Côte d'Ivoire, à Boundiali. Ce jour-là, dans ce discours, il y a des femmes qui vont témoigner. Qui vont témoigner pour dire qu'elles ont causé avec Ouattara au téléphone. Et qu'il a demandé de soutenir la rébellion. Des moments du village. Mieux, il va aller loin en révélation. Il va nous dire que c'est Ouattara qui les finançait quand ils étaient au Burkina Faso. Écoutez. Voilà. Il dit que lui, quand ils étaient en exil, c'est Ouattara qui les finançait. Et chaque fin du mois également, eux qui étaient les rebelles qui étaient... C'est Ouattara qui les payait, qui les donnait millions Mouan Lorou. Mouan Lorou, ça veut dire quoi? 25 millions de francs CFA. De vous à moi. Il y a des rebelles qui sont stationnés au Burkina. Toi, tu n'as rien à voir dedans. Chaque fin du mois, Ouattara débloque 25 millions chaque mois
pour les frais de bouche des rebelles. Il n'y a pas un souci là. 25 millions par mois. Pendant tout le temps où ils sont restés au Burkina. « 25 millions par mois. » Frères et sœurs. Il a dit ça ici. Les 25 millions que M. Ouattara mettait à disposition des rebelles, pouvait-il pas construire des hôpitaux, des écoles? C'est quelle campagne il finançait en donnant 25 millions de francs CFA à des gens qui allaient venir attaquer la Côte d'Ivoire? Je dis bien par mois. C'est important. Voici le parcours de M. Ouattara. Et je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas terminé. Ils vont lui poser la question. M. Ouattara, vous connaissez un certain Kone Zakaria? Il dit qu'il ne le connaît pas. On va voir ici. C'est important. Écoutez ici. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je suis en train de vous expliquer. Non, ce n'est pas ici. Écoutez M. Ouattara. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion par des gens que je ne connais même pas. Un certain Kone Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Il dit qu'il ne l'a jamais vu, il ne l'a jamais parlé. Mais M. Ouattara est ici avec lui, ici tranquillement. Mais M. Ouattara est venu au pouvoir. Il n'a jamais poursuivi le chef rebelle là qui a dit ça. Hein. Mieux, il a promu à des grades. Il est aujourd'hui quoi? Colonel de l'armée ivoirienne. Bientôt il sera général. C'est ça M. Ouattara. Mais vous savez, on va poursuivre, on va concasser toujours. Peuple du Niger. On doit accélérer pour terminer. Au plus tard, à 20, on va terminer. On doit condensser la communication, pas 2 heures du temps. On va écouter un leader politique, qui plus est, Gbagbo. Il va vous dire le nombre de coups d'État que M. Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Parce que comme je le dis, pour vous, ça peut être léger. On peut dire non, l'opposition oblige sur les paliers d'affirmer des choses. Gbagbo, vous le connaissez. C'est lui qui a fait le combat du multipartisme en Côte d'Ivoire. Il en a payé les prix forts. Exil, prison, persécution et j'en passe. Président de notre pays, la Côte d'Ivoire, vous le connaissez, Gbagbo. Savoir au moins vous connaissez, on va l'écouter. On va lui poser la question au président Gbagbo de nous dire qui a créé des coups d'État dans notre pays et qui a fait le coup d'État contre le président Bédié en Côte d'Ivoire. On va écouter le président Gbagbo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il vous plaît, on a besoin de vous. On va déranger un peu votre sommeil, mais on a besoin de vous pour nous éclaircir. Pour nous éclairer, pardon. Voilà. Écoutez à nouveau Laurent Gbagbo parce qu'une autre source de dispute, on l'a dit, et on s'en est aperçu ici, Babylas, sur ce plateau lors de nos débats, eh bien ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Et les preuves sur la bombe, c'est propre déclaration. Les déclarations de ses amis. Les preuves sur la bombe. Et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en France.
Écoutez bien. Pour son compte, quand il a vu que Gueye s'installait, en septembre 2000, il a fait une autre tentative de coup d'État contre Gueye. C'est ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Souvenez-vous, il ne faut pas que les Soudanais oublient d'où nous venons. Nous venons de loin et le 28 novembre, nous vont... Souvenez-vous, voici mes propos qui ont été confirmés, certifiés par le président Gbagbo. Au pouvoir, il a su beaucoup de choses. Et donc, peuple du Niger, frère du Niger, du Mali, du Burkina et de la Guinée, peuple d'Afrique, partout, m'écoutez, au Cameroun, Centrafrique, partout, au Togo, les Béninois, je vous adore, merci beaucoup à vous, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, je vous aime beaucoup. Voici les faits. Armée de Côte d'Ivoire, voici les faits. C'est votre démocrate là qui est là qui l'a dit. Maintenant, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. On va poursuivre. Puisque je dois vous donner encore plus de preuves. Voici nos militaires qui sont là. Que M. Ouattara a décidé d'envoyer où? D'envoyer au comment dirais-je au Niger. Quand tu ouvres ta grande gueule, on dirait boîte de sardines, boîte de quoi là? On dirait boîte de gueule d'hippopotame là. Là-bas, là, c'est pas la forêt du Banco où vous entraînez. Non. On va ici progresser très rapidement pour boucler le direct. Peuple du Niger, je vais démontrer ici à suffisance comment M. Ouattara a fait des coups d'État en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas terminé. Les soldats de Côte d'Ivoire que l'on veut envoyer au Niger, est-ce qu'ils se souviennent d'une chose? Je pense qu'ils ont oublié. Mais on va tous écouter ensemble. On y va. De la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place, mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le deuxième avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU, qui de son côté est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CEDEAO. Karine Houghton, New York, RFI. Soldats ivoiriens, je vais terminer ma vidéo avec vous, par vous. 49 de vous ont été envoyés au Mali pour je ne sais quoi. Ils ont été pris et frappés du sceau des mercenaires, puisque l'ONU qui les a envoyés a dit non, qu'ils ne les reconnaissaient pas. On a tous vu le feuilleton ici. Vos frères d'âme ont fait des mois là-bas. Le Mali est resté ferme. Et M. Ouattara est passé par la négociation. Nous faisons frontière avec le Mali. Ouattara est passé par des négociations par le canal du Togo, afin de pouvoir faire libérer vos camarades. M. Ouattara pouvait aisément vous envoyer au front, aller combattre pour libérer vos frères d'armes. Il ne l'a pas fait. Vous avez beaucoup à gagner pour aller faire libérer vos frères. Mourir pour eux. Parce que vos frères d'armes. Le Mali est à côté de nous. Il suffisait de pas de franchir la frontière et de marcher sur Bamako. De débloquer des fonds. M. Ouattara, ce qui était pour nous, où il y avait un intérêt direct, primordial, que les enfants de la Côte d'Ivoire sont retenus ailleurs, où on devait mettre notre force, notre énergie, pour aller combattre, pour les libérer. On ne vous a pas mis en alerte maximum. Non. Non. Vos camarades ont été royalement oubliés, ignorés. M. Ouattara même venait ici en France en vacances, tranquille. Il venait se coucher ici
à Mougé, dans sa résidence tranquillement. Il n'avait plus de vos frères d'armes. Ça, c'est une vérité. Il n'avait rien à, n'est-ce pas, à cirer avec vos frères d'armes. Il a fallu la magnanimité, l'intervention et la sagesse du président du Togo, appuyé par son ministre des Affaires étrangères, pour ramener, comment dirais, les deux parties à une table de négociation. Je dis bien à une table de négociation. Là où la guerre même peut être déclenchée entre deux pays, c'est jamais vu. Entre deux pays. Mais là, c'est là-bas qu'il y a eu la négociation, il y a eu la réconciliation. Ils n'ont pas demandé à vous d'aller libérer vos frères d'armes. Non. Vous avez un intérêt majeur parce que vos frères étaient là-bas détenus. Mais non. Aujourd'hui, où on n'a pas d'intérêt direct, c'est-à-dire au Niger, on ne peut pas frontier avec le Niger. M. Ouattara décide de vous mettre en alerte et vous demander qu'ils ont pris 1000 hommes pour aller combattre et pour réinstaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes qualifié à le faire? On dit chez nous en Côte d'Ivoire, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Quand vous-même vous vous asseyez, parce que vous avez une conscience, vous avez une morale, parce que vous réfléchissez quand même, vous n'êtes pas des bornés, vous n'êtes pas des sots, vous n'êtes pas des bouchers, vous n'êtes pas des abrutis. Vous réfléchissez quand même. Quand vous-même vous asseyez dans votre entendement, quand vous faites votre rétro-inspection par rapport aux faits de vos camarades, les 49 soldats arrêtés au Mali, et on vous donne une feuille de route pour aller instaurer une démocratie soi-disant au Niger, est-ce que toi-même, soldat qui me regarde, tu peux le faire? Est-ce que toi, tu peux exécuter cet ordre-là en âme et conscience, sans influence? Quand tu t'assois, même si tu travailles pour le drapeau, mais nous gagnons quoi à intervenir dans un pays pour soi-disant se jouer les gendarmes, n'est-ce pas, du monde, et les démocrates. Et c'est vous, vos parents qui vont pleurer, vos familles qui vont pleurer. Nous avons des frères et sœurs dans l'armée ivoirienne, des cousins et des cousines. Je le dis si publiquement. Celui qui va partir, qui appartient à ma famille, mes cousins, même longtemps, je n'aurai aucune compassion face à ton corps. Parce que tu n'avais rien à faire là-bas. Tu n'as rien à faire au Niger. Ta place n'y est pas. Pour aller tuer tes frères nigériens, non. Ta place n'est pas au Niger. Je vous parle ici avec beaucoup de, n'est-ce pas, comment dirais-je, beaucoup de sérieux. Et beaucoup de détermination. Avec beaucoup de gravité. Face à la décision que M. Ouattara a prise de vous envoyer en guerre. Pour aller faire la guerre. Pour aller réinstaller Bazoum. M. Ouattara est-il démocrate dans votre pays militaire ivoirien? A-t-il qualité lui-même qui a fait un troisième mandat inconstitutionnel? Et ce troisième mandat, votre frère, Toussaint Kofi, a été décapité par les militants de Ouattara. Sa tête fut décapitée. Et ils ont pris cette tête pour jouer au football avec ça. Vous avez vu cette image cruelle, monstrueuse, horrible sur la toile, dans le WhatsApp. Vous avez vu. Toussaint Kofi. Vous n'avez pas réagi. Des centaines d'Ivoiriens ont perdu la vie sous nos yeux. Vous n'avez pas réagi. Le troisième mandat de M. Ouattara, vous le savez en âme et conscience, c'est un coup d'État. Puisque ceux-là même qui ont écrit la lettre et l'esprit de la Constitution l'ont signifié, les panels, Ouaga Obou, Cissé Bakongo, laquelle ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, Sansan Kambilé, l'ont tous dit que M. Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. Par quel alchimie il a aujourd'hui pris de Côte d'Ivoire? Il a fait un coup d'État avec effusion de sang. Des Ivoiriens sont morts. Des familles ont été calcinées à Dimokro. Une vieille maman a été brûlée dans sa maison avec ses enfants à Dimokro. Vous êtes témoin en Dimokro de maudit. Des personnes ont perdu des biens. Vous êtes témoin. Et cette démocratie-là, à l'ivoirienne, est-elle exemplaire? Cette démocratie à l'ivoirienne que votre avez exportée et vous érigez en gendarme, en régulateur, pour aller imposer une démocratie, n'est-ce pas, au Niger, de quel droit? Vous n'avez pas qualité.
Puisque vous savez pertinemment que vous n'avez pas le droit de le faire, d'exécuter ces ordres. Vous êtes disqualifié à le faire. Vous n'allez pas mourir cadeau pour laisser vos enfants, vos parents. Parce que ce n'est pas les entraînements dans la forêt du Banco, ou bien à Zambakro, ou bien à Torogoué, ce n'est pas ça. C'est dans le désert. C'est dans le désert. Vous allez laisser vos plumes. Et vous allez venir, n'est-ce pas, dans les cercueils. Vous n'allez pas mourir pour rien. Vous n'allez pas entendre que oui, la force, on va réactiver la force de la CEDEAO. C'est une guerre injuste contre un peuple. C'est une guerre illégale contre un peuple. C'est une guerre injustifiée contre un peuple. Le peuple du Niger, un Ivoirien ne peut pas le tirer sur un Nigérien. Même si un poulet, non. Au Niger, non. Vous n'avez pas le droit de partir. Parce que c'est une insulte à votre corporation. C'est une insulte à vous dire que non, il y a des coups d'État en Afrique. Ce n'est pas ça. Quand des présidents comme Ouattara sont mal élus et font des braquages électoraux, font des braquages d'État, tripatouillent la constitution, tuent les peuples comme Alpha Condé en Guinée. Eux, ils sont des bons pushistes. Quand ils massacrent les jeunes, Alpha Condé a massacré les jeunes à Bambeto, à Sigri, à Bessia, à Conakry, à Cancan, pour un 3e mandat. Quand vous voyez cela, vous voulez que l'armée puisse se taire. Et puis on muselle l'armée. On vous dit non que l'armée doit rester dans les casernes. Oui, l'armée, sa place est dans les casernes. Mais quand le pays, n'est-ce pas, est mis à coupe réglée par des politiciens véreux, corrompus, manipulés, oui, des politiciens qui pensent que le pouvoir, ils vont personnifier le pouvoir. Quand le pouvoir est mis, n'est-ce pas, sur la coupole d'un individu qui fait la pluie et le beau temps, qui condamne les gens à 20 ans, à tout va, massacre, emprisonne comme il veut, quand les prisons sont pleines, exile les opposants, l'armée a le droit de restaurer, n'est-ce pas, l'état de droit. C'est ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas les partisans de coup d'État. De quel droit M. Ouattara, lui qui a fait un coup d'État? Où ces individus qui sont là, qui l'a mandaté pour lui, pour écrire une constitution, l'ont dit qu'il n'a pas le droit de faire un 3e mandat. On va écouter Bakongo ici. On l'écoute ici. Vous qui devez me dire ce que ça cache. Vous voulez que je vous le souffle ce qui se dit? Ça se dit que cette constitution-là devrait permettre au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat. Vrai ou faux? Ben, alors, Alassane Ouattara... Donc, ma question a 2 volets. Non, monsieur Bakongo. Monsieur Bakongo, on ira méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je veux dire la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Voilà. Lui qui parle là, c'est lui qui a écrit la Constitution de Côte d'Ivoire en 2016. Par quelle alchimie M. Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire? Par quelle acrobatie M. Ouattara il est président de la République de Côte d'Ivoire? Vous pouvez m'expliquer ça? Es-tu démocrate jusqu'à aller faire une conférence de presse en Côte d'Ivoire hier et donner des leçons de démocratie? Quand vous écoutez ma vidéo du début jusqu'à la fin, vous voyez quelqu'un que on peut conseiller, on peut, vendre comme étant un démocrate. Dans cette vidéo que je viens de faire, peuple du Niger, du Burkina, du Mali, du Togo, Ivoiriens, vous-même, frères et sœurs ivoiriens, qui m'écoutez ici, soyons raisonnables. Ne soyez pas déraisonnables. Ne soyez pas, n'ayons pas des esprits erronés ou bien frélatés. Parlons sans compassion, sans émotion, sans passion, sans parti pris. Est-ce que M. Ouattara a le droit de s'ériger en démocrate, traiter les autres de pushistes,
et puis même assumer des sanctions inhumaines, scandaleuses, injustes contre un peuple. Lui-même, il dit que le peuple du Niger souffre parce qu'il y a eu coup d'État. Les sanctions, c'est parce qu'il y a eu coup d'État. Au lieu de cibler, ben, ça ne va rien faire à ceux qui sont au pouvoir. Mais c'est le peuple qui va évidemment souffrir. Mais il est dit, est-ce normal que vos enfants seront envoyés au Niger? Parce que c'est la même qui a fait tuer vos enfants ici en 2020 pour un 3e mandat. Il lui va envoyer vos enfants ivoiriens, vos cousins, vos enfants, vos grands frères, vos enfants qui ont porté 9 mois. C'est M. Ouattara qui va les envoyer. Lui qui a envoyé même en Côte d'Ivoire les coups d'État. C'est lui qui va envoyer nos enfants ivoiriens pour aller faire combat au Niger pour parler de démocratie. Est-ce que nous sommes normaux, nous les Ivoiriens? Est-ce que nous sommes censés aller donner des leçons de démocratie alors que dans notre propre pays, on a quelqu'un qui a fait un coup d'État? Soyons raisonnables. Ne soyons pas dans les émotions. Soyons vraiment raisonnables. Est-ce que nous, les Ivoiriens, nous avons qualité à parler de démocratie ailleurs quand nous avons une honte chez nous, quand nous avons à la tête de notre pays quelqu'un qui a fait un coup d'État, un civil, appuyé par une partie de l'armée, par des généraux, qu'il gagne des millions à la fin du mois? Est-ce que nous avons qualité à le faire? Est-ce que nos enfants ont qualité d'aller mourir au Niger? Est-ce que M. Ouattara va envoyer des enfants pour parler, soi-disant, réinstaurer la démocratie au Niger? Est-ce que c'est raisonnable, peuple de Côte d'Ivoire? Je m'adresse à vous avec gravité. Voulez-vous que les cercueils viennent chez nous en Côte d'Ivoire? Des centaines de cercueils viennent en Côte d'Ivoire et qu'on va commencer à pleurer? Il faut éviter l'hémorragie. Il faut stopper cela. Notre pays n'a pas vocation à rentrer en guerre contre le peuple du Niger. Notre pays n'a pas vocation à tirer une seule cartouche du contribuable ivoirien au Niger. Notre pays n'a pas vocation à envoyer le sang des Ivoiriens, à envoyer le corps des Ivoiriens au Niger. On n'a rien contre les Nigériens. Nous ne sommes pas les gendarmes, nous ne sommes pas des exemples en démocratie. Parce que nous avons à la tête de notre pays quelqu'un qui a fait un 3e mandat, quelqu'un puissiste qui a fait un coup d'État. Il faut le dire. Les idéologues, intellectuels, n'est-ce pas, rabougris, aux esprits rabougris en Côte d'Ivoire, c'est corrompu à souhait. Ils ne peuvent pas le dire. Mais ils savent qu'on n'a pas de leçons à donner aux Nigériens. On n'a pas de leçons à donner aux Burkinabés, aux Maliens et aux Guinéens. Parce que nous, d'abord, on a un fardeau. Quelqu'un qui est au pouvoir, un civil, qui a massacré son peuple et qui a pris le pouvoir. De quel droit nous allons donner des leçons aux Nigériens? De quel droit nos enfants vont aller mourir? Toi qui vas partir, toi militaire qui me regarde, tu vas mourir cadeau au Niger. Ta femme sera remariée à une autre personne qui va bien frapponner ça tranquillement et qui va avoir des enfants avec elle. Tu vas aller mourir cadeau parce que tu n'es pas au paradis avec ça. Tu vas mourir cadeau en partant au Niger. Les bons foutus bananes, les placalis chauds, les beignets haricots, oui. Assini Mafia, oui. Bergerville, oui. Sans oublier, comment dirais-je, Bassam, San Pedro, oui. La Côte d'Ivoire, notre beau pays. Tu vas laisser ton beau pays, ta patrie, pour aller mourir cadeau pour soi-disant démocratie de Ouattara. Tu n'as pas à le faire. Je te parle ici. Tu n'as pas à exécuter ce ordre. Avant de partir, il faut avoir, n'est-ce pas, il faut faire ton testament. Tu donnes à ta maman, tu donnes à tes frères. Mais où tu t'en vas comme ça, c'est ça ton cimetière. Parce que Abidjan, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Niger, c'est une autre réalité. Et puis c'est pourquoi vous partez, on n'a pas vocation à le faire. On n'a pas qualité à le faire. On n'est pas assermenté à le faire. On n'est pas formé à le faire. On n'a pas été délégué. On n'a pas pouvoir à le faire. Puisque nous-mêmes, nous avons une carence démocratique dans notre pays. L'opposition est criminalisée. Gbagbo, 20 ans. Blé Goudé, 20 ans. Le président Guillaume Soro, 20 ans. Et Simone Gbagbo, 20 ans. Akossi Benjo, 20 ans. Les prisons sont pleines de prisonniers militaires et politiques. Oui, les Soultoussous sont en prison, qui n'ont absolument rien fait. Vos prisons sont pleines, comme le camp Barou en Conakry, en Guinée, sous Sékou Touré. Vos prisons sont pleines de prisonniers politiques et militaires. Vous le savez. Des soldats ont été accusés à tort, sont aujourd'hui en prison. La garde rapportée de Guillaume Soro sont en prison. Vos frères d'âmes, les Dogo Blé, les Abbaye, ceux qui ont commis, il y a eu des crimes, comment dirais-je, il y a eu du tort de part et d'autre. Mais quand on est parti à la réconciliation, il faut les libérer. Ils sont en prison depuis plus de 12 ans. D'autres sont en prison injustement. Ils n'ont rien fait, ils sont en prison.
Ils ont pris toute la garde rapprochée des militaires qui suivaient le président Guillaume Soro, les Dosso, les Jean-Baptiste, les Herman, sont en prison. Vos frères d'âme ont été jetés en prison. Et ça, vous ne parlez pas. Voilà, vous taisez. Et c'est au Niger, vous êtes parti faire la démocratie. Chez vous, vous n'avez pas de démocratie. Vous avez une tyrannie. Et vous ne pouvez pas parler. Je tenais à vous le dire. À m'adresser à vous. C'est vendredi. Que nous sommes vendredi. Quand vous allez partir, moi je vous dis paix à vos âmes. Je sais que ce que je dis ici, il y aura beaucoup qui vont tomber. Mais je vais vous dire de votre vivant que je n'ai aucune compassion, aucune empathie, pas de pitié. Parce que vous avez décidé d'aller à l'abattoir, d'aller au charbon et de vous faire charcuter tranquillement. Vous avez décidé pas d'aller à dans la boucherie et de vous faire passer de votre tête, n'est-ce pas, sous la guillotine. Je vous aurais averti, je vous aurais prévenu que de ne pas aller au Niger. Vous n'avez pas vocation à le faire. Vous n'êtes pas les gendarmes du monde. J'ai trop parlé, j'ai assez parlé. Je pense bien que ce message sera entendu dans toutes les casernes de Côte d'Ivoire. À tous les soldats qui seront pris et envoyés, aux forces spéciales, partout où vous serez, aux commandos, vous qui serez envoyés. Quand vous partez, faites tabula rasa. Faites fi de votre vie en Côte d'Ivoire. Parce que c'est terminé. Si vous êtes 1000, je suis sûr qu'il y a au moins 500 qui vont y laisser leur peau. Parce que ceux que vous partez combattre ne sont pas des enfants de cœur. Parce qu'ils vont vous affronter. Vous partez agresser un peuple. Vous partez, comment dirais-je, envahir un peuple qui vous attend de pied ferme. Qui vous attend de pied ferme. Et aller là-bas au Niger sera pour vous votre votre dernière mission. Et donc c'est votre cercueil qui va venir en Côte d'Ivoire. Quand l'avion va décoller de la Côte d'Ivoire, vous envoyez au Nigeria ou même dans un pays limitrophe pour commencer à envahir le Niger. Commencez déjà à dire adieu à la Côte d'Ivoire, que c'est terminé. Parce que vous ne révélez plus encore votre beau pays. Si vous êtes engagé dans l'armée pour aller faire des missions suicidaires, insensées, débiles et idiots, ça c'est bien. Votre vocation c'est la guerre. Mais est-ce que cette guerre-là, on vous envoie pour aller faire une guerre que vous-même vous êtes là, vous êtes connecté, vous nous voyez. Vous voyez tout dans ce monde-là. Si le monde est connecté, dans les villages, partout, vous avez des smartphones, vous voyez nos vidéos. Dans les casernes, vous êtes connectés, vous savez quand nous parlons. Donc vous n'êtes pas des ignorants. Vous avez votre propre jugement. Et donc on n'a pas à vous influencer. Maintenant, on a à vous parler. Et donc c'est à vous de faire la comparaison croisée de ce que je dis, ce que je viens de soutenir ici. Et de tirer ce que vous voulez, le bon ou le mauvais. Mais c'est avec mon cœur plein, n'est-ce pas, comment dirais-je, de regrets, que demain je vais mettre, n'est-ce pas, sur votre photo, un soldat est tombé au front. Quel front? Le front du déshonneur. Quand un soldat tombe au front, on dit qu'il est tombé, n'est-ce pas, sur le champ d'honneur. Mais vous, au Niger, vous allez tomber sur le champ, n'est-ce pas, du déshonneur. Aucun Ivoirien ne va pleurer, n'est-ce pas, votre cadavre. Parce qu'aucun Ivoirien n'est d'accord pour cette invasion. Aucun Ivoirien n'épouse cette invasion du peuple du Niger. Vous devez le comprendre. Vous ne serez pas hissés comme des héros, mais comme, n'est-ce pas, des idiots. Vous ne serez pas applaudis comme des héros, mais comme, n'est-ce pas, des bougnoules. Vous ne serez pas acclamés. Vous ne serez pleurés par personne. Je vous le dis. Même le corps des chiens seront mieux traités que votre corps. Parce qu'aucun Ivoirien ne va pleurer ou bien avoir de l'empathie quand ils vont entendre qu'un de leurs frères, n'est-ce pas, est tombé au champ du déshonneur. C'est-à-dire que au Niger, vous aurez dû tomber au Mali sur le champ d'honneur pour aller libérer vos frères d'âme. Vous ne l'avez pas fait. Et donc vous n'avez pas place au Niger. Peuple du Niger, c'est ma vidéo que je tenais ici à vous le dire, suite à l'éducation de M. Ouattara, peuple d'Afrique et du monde. Partout où vous me regardez, du Canada, de la Belgique, de Marseille à Bordeaux, d'Abidjan, Côte d'Ivoire, de Daokoro, à Nyakaramadou, de Saint-Fra à Ifassi, à Gadiadji, à Niamey, n'est-ce pas? Vous me regardez à Cotonou, sans oublier à Lomé, Bobo Dioulasso, je vous salue. Je vous salue également à Conakry, à Sigiri, à Cancan. Je vous salue depuis le Bujumbura, pour tous qui me regardent, depuis le Maroc, je vous salue. Depuis la France, Bordeaux, Paris, je vous salue également. Je vous salue depuis les États-Unis, United States of America. Je vous salue depuis London. Merci beaucoup à vous tous qui m'avez écouté. Il faut passer les messages à nos frères ivoiriens que M. Ouattara veut sacrifier sur l'autel, n'est-ce pas, du déshonneur. Il faut parler à nos frères qui seront aujourd'hui envoyés en mission suicide, que ces frères-là puissent penser, avant de partir, à leurs enfants, à leurs proches. Et puisque s'ils n'ont pas de parents,
s'ils n'ont pas de cervelle pour pouvoir réfléchir alors qu'ils aillent. Nous serons là également pour leur dire qu'ils n'ont pas... Les morts, pour nous, ça ne nous fera ni chaud, ni froid. Ça nous laissera à température normale, 37 degrés. Et d'ailleurs, on fera vu et ignoré. Parce que vous êtes allés dans, soi-disant, le redressement d'une démocratie, alors que chez vous, c'est la tyrannie, c'est la satrapie, c'est un régime despotique, un régime prévaricateur, volet des deniers publics, vous le savez, un régime qui est dans une captation et conservation du pouvoir indûment à travers un troisième mandat inconstitutionnel et criminogène, criminel et mortifère. Je vous remercie.